Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus pour nous écouter ici ce soir. Donc, on a l'honneur d'ouvrir le bal. Et du coup, on aimerait vous proposer aujourd'hui de parler de Vanilla.js et du web standard et pourquoi on pense que c'est sous-coté dans le web aujourd'hui. Alors, je me présente, je m'appelle Igor Zakal, je suis développeur full stack chez Astris. Et je suis Pierre Arquet, développeur full stack chez Astris aussi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit point de contexte. Alors chez Astris, on développe une application de surveillance d'équipements industriels spécialisée dans la maintenance prévisionnelle. C'est-à-dire dans le fait de détecter de manière anticipée des défauts mécaniques afin de prévenir des pannes avant qu'elles n'arrivent. Un exemple typique, ça va être celui d'une éolienne, sur laquelle on va retrouver généralement un ensemble de capteurs qui vont récolter de la donnée vibratoire. Cette donnée va ensuite être uploadée dans notre cloud, dans lequel on va faire tourner un ensemble d'algorithmes propriétaires de traitement du signal afin de caractériser ces signaux et du coup d'identifier des marqueurs intéressants. Alors, sans entrer davantage dans l'aspect métier, il faut savoir que ce type de signaux vont généralement contenir entre plusieurs centaines de milliers à quelques millions de points, et chaque analyse, qui se compte en dizaines, va avoir à peu près le même ordre de grandeur. Du coup, un besoin qui est apparu assez rapidement dans le développement du projet était le suivant, comment faire pour afficher tout ça aux utilisateurs? Donc pour vous montrer ça, rien de mieux qu'une petite démo. Alors je précise que c'est bien une démo, c'est pas le logiciel qu'on a développé, parce que sinon ce serait un peu triste. Imaginons qu'on a une éolienne dont on veut capter les signaux, et on veut afficher donc le graphe des signaux qu'on a captés. Par exemple, je vais demander les données pour une seconde. Alors une seconde, c'est quelques milliers de points, ça marche plutôt pas mal. Je précise que là, je suis en train d'utiliser Charge.js, qui est un outil du marché. Bon, c'est pas forcément le meilleur niveau performance, mais c'est très accessible. J'ai mis un petit bouton là-haut, un petit bouton cliquez-moi. Alors, il sert pas à grand-chose, juste quand on clique dessus, ça incrémente un nombre. Et maintenant, imaginons que je veuille récupérer 2 minutes de données. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est déjà des millions de points, en fait. Après, ça va dépendre des capteurs, etc. Mais voilà. Donc, si je récupère 2 minutes de données, qu'est-ce qui va se passer? Ben, déjà, il va y avoir le téléchargement. Bon, ça, on peut pas trop y couper. Le téléchargement des données, il est... Et ensuite, ça va calculer. Et pendant ces calculs-là, ce qu'on constate, c'est que j'ai beau cliquer là-haut, il se passe rien. C'est complètement bloqué. D'ailleurs, mon ordi ne devrait pas tarder à planter. Et en fait, au moment où ça va se charger, voilà, le compteur s'est remis à jour. Il a quand même compté mes clics. Donc, niveau expérience utilisateur, c'est absolument affreux. Je vois qu'il y a un problème là maintenant. J'aimerais zoomer dessus. Et on va voir que même l'interaction, une fois que c'est chargé, c'est toujours pas gagné parce que voilà. En fait, là, il est en train d'essayer de zoomer. Et il va pas très bien y arriver. Je vais le laisser faire, voilà. Donc la problématique qu'on a, c'est que c'est terrible. Au niveau UX, ça marche pas du tout, c'est très lent. Alors, il existe des librairies plus rapides, pour être honnête, mais en fait le problème c'est qu'on trouve aucune librairie qui va réunir toutes les fonctionnalités dont on a besoin. En général, on va avoir soit trop de trucs, soit pas assez, mais de toute façon il va toujours manquer des choses, donc on va devoir piocher dans plusieurs librairies à la fois. On peut faire des compromis sur l'affichage, enlever des points, en afficher moins, sauf qu'en fait, niveau expert, l'expert, il veut avoir tous les points, il veut pouvoir zoomer et regarder précisément les points, etc. Et donc voilà, donc notre problème, c'est ça, c'est comment allier la performance et que ce soit une application web aussi, parce que ça a son importance, à une quantité de données importante et tout en restant précis. Alors, pour répondre à cette problématique, on est allé creuser un petit peu du coup dans l'API Web Standard et dans ce que les navigateurs avaient à nous offrir en termes de JavaScript. On a fini par arriver sur une architecture qu'on va vous dérouler petit à petit lors de ce talk et qui se structure autour de 4 briques de l'API Web qui sont donc les Web Workers, IndexDB, Off-Screen Canvas et un acteur mystère. Pour ceux qui n'ont pas lu l'abstract, tant pis pour vous, vous le découvrirez un petit peu plus tard, mais qui a toute son importance également. Alors, un petit point de définition avant d'attaquer, parce que ce sera essentiel pour la suite, on va juste aborder la notion de fil d'exécution, autrement appelé thread. Donc il faut savoir que dans une application web, et plus généralement dans un code, les instructions vont s'exécuter de manière séquentielle dans ce qu'on va appeler un fil d'exécution, et plus communément dans le monde du dev, en anglais, du coup un thread. Les threads seront représentés par la suite de ce talk par des rectangles, du coup de différentes couleurs, avec les fonctionnalités qu'ils embarquent et ce qu'ils font tourner écrit à l'intérieur. Donc, point d'étape sur l'application initiale avant le déroulé de notre petit manège. On avait un seul thread qui était le main thread, celui dans lequel du coup tourne notre application web, celui du navigateur, qui contenait donc l'intégralité de l'application. On peut grosso modo le segmenter en interaction utilisateur, le clic de Pierre par exemple, l'API, le téléchargement de données, auquel on peut difficilement couper, les calculs,
là où typiquement ça a fait planter, et le dessin des graphes, donc les problématiques qu'on a pu observer tout à l'heure avec le zoom. Alors, justement, ces problèmes, ils viennent d'où? De notre premier obstacle qui est qu'on a un thread unique. Thread unique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout se déroule séquentiellement. Autrement dit, si j'ai un élément qui prend beaucoup de temps, eh ben, ça va bloquer tout le reste. Et donc c'est là qu'intervient notre premier outil du web standard qui s'appelle les web workers. Alors qu'est-ce que c'est les web workers? En fait, comme l'a dit Igor, historiquement, JavaScript, il n'y a qu'un seul thread, il n'y a qu'un seul fil d'exécution, sauf qu'en fait depuis 2009, c'est quand même quand ça commence à dater, on a mis en place les web workers qui permettent de créer des nouveaux fils d'exécution. Alors c'est pas aussi simple que dans d'autres langages de programmation. Ils ont des contraintes en fait, qui sont là pour la sécurité en particulier. Ils sont isolés en mémoire, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas récupérer les données depuis d'autres threads, depuis le thread principal par exemple. Ils n'ont pas accès aux données, et ils n'ont pas accès non plus, et ça va être problématique dans la suite, aux données de la page web qu'on affiche, au contenu de la page web. Donc ça, c'est plus proche d'un processus finalement que d'un thread quand on y pense. Et ils sont joignables uniquement par un système de messages, dont je vais parler juste après, qui est assez contraignant, c'est asynchrone, et voilà. Et c'est des instances lourdes, donc ça veut dire qu'en fait, ils sont quand même assez lourds à lancer, assez lourds à couper, donc c'est pas comme des threads dans certains langages où on va s'amuser à en faire des milliers pour chaque tâche qu'on veut faire, donc on va essayer d'en avoir très peu, et de les garder vivants le plus longtemps possible. Alors, en ce qui concerne les messages, en fait, les messages sont pas très pratiques parce que déjà, ils sont asynchrones. Et en plus, on a deux choix de modalités. Soit on est obligé de copier toutes les données, ce qui peut coûter très cher dans notre cas où on a des graphes avec des données immenses. Soit il existe certains types très limités qu'on peut transférer, c'est-à-dire qu'on donne la propriété au worker et c'est instantané, entre guillemets. Mais il y a très peu de types. Il y a les array buffers qui vont beaucoup nous servir parce que c'est en fait des données contiguës en mémoire. Et les off-string canvas dont on parlera plus tard. Alors, donc on va essayer d'intégrer notre premier acteur pour faire évoluer cette architecture. Donc comme on a vu, on commence avec un gros blob qui encapsule absolument tout. Et donc on va essayer de segmenter un petit peu notre application, notamment du coup en faisant apparaître un nouveau thread qui va être un worker, qui va donc communiquer par message avec le thread principal. Alors quelques petites informations visuelles pour la suite du talk. Donc les workers et le thread principal vont être représentés par des rectangles. Le main thread, donc celui du navigateur, va être représenté par le rectangle bleu avec le petit gouvernail. Et le worker ici et d'éventuels autres workers qu'on va introduire par la suite vont être représentés par des petits rectangles avec les engrenages. Donc là, on arrive à un premier problème, je pense que vous l'avez tous vu. C'est que c'est bien beau de déplacer les calculs dans un autre thread, mais en fait, il y a toujours l'API qui est dans le même thread. Et comme je vous l'ai dit, on va avoir qu'un seul worker qui va travailler pour tous les graphes. Il va vraiment être commun à tous les graphes. Et par exemple, on peut se retrouver bloqué parce qu'il y a un graphe qui fait des calculs et ça va bloquer les appels d'API du deuxième graphe, par exemple, qui a besoin de faire des appels à ce moment-là. Donc il va encore y avoir une concurrence entre les threads. Et puis en plus de ça, tant qu'à faire, on a instancié un worker, on voit qu'on ne peut pas réaliser. Est-ce qu'on ne peut pas débloquer un petit peu plus? La solution envisagée, du coup, elle est assez directe dans ce cas de figure-là. Sortir l'API du premier worker et rajouter un deuxième worker qui lui va être en charge uniquement du téléchargement. Du coup, on va avoir un acteur qui va s'occuper de télécharger l'ensemble des données, qui peuvent dans certains cas peser plusieurs dizaines de mégas, et un autre acteur qui va s'occuper de faire tous les calculs nécessaires pour faire marcher tout ça. C'est là qu'on est confronté à un problème fondamental, un nouvel obstacle, qui est que en fait, il y a énormément de communication entre les workers, entre les threads, et en particulier, l'API télécharge des données qu'elle doit passer au main thread, qui doit les repasser au calcul. Il va y avoir des tas d'échanges comme ça. Et ça, c'est vraiment ce sujet à erreur, parce qu'on ne sait pas qui possède la donnée. En plus, comme je l'ai dit, la donnée, elle est possédée par le thread qui l'a. Donc en fait, ça pose des tas de problèmes de design. C'est là qu'intervient du coup le deuxième acteur, duquel on va parler là, qui va être IndexDB. Alors, IndexDB, qu'est-ce que c'est? IndexDB, c'est la deuxième brique, ça va être une base de données NoSQL qui est aujourd'hui intégrée et supportée par tous les navigateurs web. Quand je dis supporté intégré, ça veut dire que lorsque vous installez un navigateur ou que vous venez avec votre navigateur préinstallé sur le système, il embarque déjà la base de données. Ce n'est rien d'annexe à installer. Et elle est supportée depuis 2015 officiellement, depuis un peu avant officieusement par la plupart des navigateurs. Avantage d'IndexDB, on a affaire à une réelle base de données. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que contrairement à d'autres technologies de stockage web, comme le local storage,
ou autre, d'ailleurs, on a une limite qui est beaucoup plus floue en termes de stockage, de quantité de stockage. Là où le cache storage, on va être assez limité, avec IndexedDB, ça va dépendre des implémenteurs de navigateurs. On peut monter à plusieurs centaines de gigas, éventuellement au besoin. Et à savoir que du coup, c'est également intégré dans les navigateurs sur les portables. Donc aujourd'hui, quand vous avez un téléphone avec un navigateur, vous avez un IndexedDB qui tourne dessus. Donc à quoi va ressembler notre application? Donc pour l'instant, on a des messages qui transitent dans tous les sens avec beaucoup de données. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du coup une base de données IndexedDB. Cette base de données, en fait, l'API, quand elle va finir son appel, recevoir les données, elle va les stocker directement dans la base de données et récupérer l'identifiant en base de données de ces données. Ça fait beaucoup de fois données. Et il n'y a plus que l'identifiant à passer, ce qui est ça coûte pas très cher, c'est juste une petite chaîne de caractères. Donc maintenant, on fait transiter uniquement des identifiants de base de données, et dans l'autre sens, le thread de calcul va pouvoir récupérer les données dans IndexedDB et travailler avec. Donc ça marche beaucoup mieux. Alors effectivement, ça marche mieux, mais comme on l'a abordé au début, notre problématique de base et le besoin, c'était le dessin. Donc pour les plus observateurs et observatrices d'entre vous, vous avez peut-être remarqué que le dessin il est toujours dans le main thread. Et du coup, en fait, tout ce qu'on a présenté jusqu'à présent, c'est un vaste mensonge. Dans les faits, on a toujours ça. Okay, on est obligé d'aller chercher la donnée. In fine, on est obligé de la charger. Donc même si ça se fait de manière asynchrone, ça peut occuper de l'espace mémoire, ça peut prendre du temps. Et surtout, avoir des points, c'est bien, mais après, venir les relier, venir zoomer, venir interagir, ça va toujours provoquer du traitement dans le main thread et donc provoquer les latences qu'on a pu observer au début. La réponse à ça, c'est de passer le dessin dans le thread du calcul. Alors, on aurait pu faire un troisième thread, mais déjà ça coûte cher. Enfin, pas si cher, mais quand même. Mais surtout, en fait, c'est malin parce que les calculs et le dessin sont quand même intimement liés. Ils vont avoir les données du calcul vont servir directement au dessin. Le dessin, quand des nouveaux calculs sont faits, ça doit changer le dessin, etc. Donc ils sont intimement liés, donc on va les mettre dans le même thread au final. Et ça permet de résoudre ce problème-là. Ouais. Alors, troisième obstacle, les canvas, ils sont liés au DOM. Donc les canvas, c'est quoi? C'est l'objet dans lequel je vais dessiner dans le web. Et le problème, c'est que les canvas sont liés au DOM. Et on n'a pas d'accès au DOM depuis les web workers. Du coup c'est fichu. On est mal. Pour être tout à fait honnête, c'était un peu le point de départ de cette grande réflexion qui était comment est-ce qu'on se débrouille pour exporter cette partie énorme et la sortir du main thread. Et c'est là qu'on a découvert les off-screen canvas. Donc les off-screen canvas, qu'est-ce que c'est? Le nom est assez évocateur, mais ça existe depuis pas très longtemps. Ça a été commencé à être implémenté en 2019 à peu près. Et c'est dans la baseline depuis 2022. Donc c'est quand même assez récent, mais c'est en fait exactement ce dont on avait besoin. C'est pouvoir transférer des canvas depuis la page web vers un worker. Donc le worker possède le canvas et du coup on peut dessiner dedans. Alors, petit point d'étape sur l'architecture de l'application. Donc, on a notre petit dessin dans le main thread qui est effectué dans l'objet canvas. On n'aime pas du tout ça, on aimerait le dégager de là. Et du coup, ça tombe bien. On va récupérer un objet off-screen canvas qui va être généré par l'objet canvas. Pierre avait mentionné du coup au début dans les workers que les off-screen canvas font partie des objets qui sont transférables, qu'on peut donc déplacer dans les web workers, et ça, qui plus est, à moindre coût. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir venir exporter le dessin avec l'off-screen canvas dans le worker. Et donc là, grosso modo, on est assez content parce que le dessin est sorti de là où on voulait le sortir. Qu'à partir de là, ça commence à être pas mal. Voilà du coup l'application qu'on va avoir. On peut stocker et manipuler clairement la donnée. On dessine hors du main thread. On a un partage de responsabilité assez intéressant. Alors, t'as pas oublié de mettre la critique là? Comment ça? Ah oui, à ce propos. Ouais, ça marche quoi en fait, il n'y a pas vraiment de problème. Ouais. Enfin... T'es en train de me dire qu'on peut pas faire mieux? Ah si tu me lances là-dessus, si, j'imagine qu'on peut faire mieux. Ouais. Ah oui, donc il imagine bien on peut faire mieux. Donc vous l'aurez compris, on n'est pas des acteurs. Par contre, on est deux gros geeks, et il se trouve qu'on est tous les deux issus du monde du bas niveau. Donc on partage la même tare, c'est-à-dire qu'arrivé ici, est venue la question habituelle et éternelle, est-ce qu'on peut pas faire mieux, est-ce qu'on peut pas aller encore un petit peu plus vite que ce qu'on a fait jusqu'à présent? La réponse c'est oui. Avec notre quatrième acteur mystère,
Alors c'est peut-être assez inattendu, mais en fait on va utiliser WebGL, pour ceux qui connaissent. Alors qu'est-ce que c'est, dis donc, WebGL? Alors WebGL, c'est un moteur de rendu qui est fait pour les jeux, normalement. C'est le pendant web de OpenGL, qui est un moteur de rendu historique pour les premiers jeux en 3D, etc. Donc c'est un moteur de rendu 3D, mais en fait il est suffisamment générique et bas niveau pour qu'on puisse faire de la 2D assez facilement avec. C'est très très compatible. D'ailleurs, il sert aussi pour des jeux en 2D. Et c'est quoi l'avantage de WebGL? C'est que on peut exporter en fait tout le calcul, tous les dessins sur la carte graphique. Et aujourd'hui, de nos jours, tous les devices, en fait, tous les devices ont une carte graphique au moins intégrée au processeur. Donc vraiment, c'est très très accessible. Et on peut dessiner dans les off-screen canvas depuis WebGL. Donc les off-screen canvas nous donnent la possibilité de le faire. Donc oui, donc c'est du pain béni. On va essayer d'intégrer WebGL là-dedans. Vu qu'on peut le récupérer depuis off-screen canvas, c'est un contexte de dessin d'off-screen canvas pour ceux qui connaissent un petit peu l'objet. Et c'est bête et méchant, notre off-screen canvas se trouve déjà dans notre worker. On n'a plus qu'à récupérer le contexte GPU et du coup on peut exporter du dessin. Mais accessoirement, puisqu'on a le contexte sous la main, rien ne nous empêche d'exporter quelques calculs. Comme du calcul assez simple, parallélisable, à volonté. Alors, petit point d'étape, petit point de comparaison. Donc voilà l'architecture ultra complexe du début. Vous pouvez le voir, assez difficile de s'y retrouver. Et l'architecture finale sur laquelle on est arrivé. Alors, ça a l'air peut-être un petit peu plus gros, mais dans les faits, on a pu arriver là à moindre coût. Et ce qu'on observe là, c'est que ce qui nous intéressait, le main thread maintenant, est entièrement dédié à l'interaction utilisateur. Ce qui veut dire qu'on peut avoir des trucs extrêmement fluides, beaucoup d'animation, quelque chose de très agréable à l'usage. Et tout ce qui est un peu lourd, même si ça prend du temps, c'est balancé dans les bas-fonds. Et ça, c'est tout à fait acceptable au vu de l'objectif finalement de notre application. Une petite démo? Bah ouais, c'est le moment de la petite démo. Alors j'espère que ça a arrêté de planter. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait avec notre outil. Let's go, en fait, j'envoie 2 minutes de données. Bon, le téléchargement, encore une fois, je peux rien y faire. Et je vais même pas pouvoir vous montrer que l'interaction est mieux, parce qu'en fait, ça se charge tout de suite. Donc là, on voit qu'il y a les 2 signaux. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il y avait 2 signaux. J'ai mis il y a 2 graphes, histoire de vous montrer. Là, je peux directement aller voir mon problème. C'est fluide, tout marche bien. Alors, en plus, j'avais prévu une souris, je ne l'ai pas du tout utilisée. Voilà, on peut se déplacer, on peut faire plein de choses. On peut dire, en fait, il vaut combien le pic à cet endroit-là, on affiche la valeur, etc. Donc tout est très fluide, marche très bien. À partir de là, on peut imaginer plein de choses. Plein de choses. Par exemple, j'ai mis quelques exemples. On peut imaginer des lignes. Alors, on n'est pas obligé de dessiner en WebGL, hein. Les lignes, on les a dessinées directement sur le canvas. On peut afficher des petites légendes sur les lignes, des choses comme ça, des trucs un peu funky. On peut rajouter des graphes synchronisés. Donc là, tout marche ensemble. Il y a un graphe vertical, un graphe horizontal. Quand je zoome sur un graphe, ça zoome sur celui qui correspond. Des tas de choses. Tout ça, c'est rendu très très simple par l'interaction. On peut imaginer des heatmaps, alors des graphes en 2D, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que chaque point sur la surface a une valeur qui est déterminée par une couleur. On peut changer la couleur, par exemple. Tout ça, c'est intégré avec les lignes. Les lignes continuent d'être là. On peut zoomer sur la heatmap. On peut changer les couleurs d'affichage. Et vu qu'on a un moteur 3D, pourquoi pas tout simplement faire de la 3D, parce que ça, c'est le genre de choses qu'on peut afficher en 3D. Donc, on peut imaginer faire ça. Sauf que, voilà, Paul, notre CTO qui est là, n'a pas voulu. N'hésite pas à lever la main pour te désigner. Parce que c'est pas dans les priorités. Donc vous pouvez le soudoyer si vous voulez voir plus tard la démo de la 3D, mais voilà, pour l'instant on ne l'a pas fait. Donc point d'étape, c'est de la balle. C'est fluide, c'est rapide, ça fonctionne bien sans accroc. C'est très flexible et maintenable comme architecture, vu que les besoins les responsabilités sont bien partagées par unité de code, par worker. On peut assez facilement intervenir, débugger ou augmenter certains bouts sans forcément avoir la galère de tout le reste qui suit. C'est du tout en un. Donc on vous parle de Vanilla, mais dans les faits, pour rendre ça un peu plus propre, on a encapsulé ça dans une librairie que nous avons développée. On a des perspectives incroyables là-dessus. Donc là, on a gratté un petit peu la surface, mais voilà, on a l'optique de la 3D. On a d'autres technologies qui font partie de l'API Web Standard qui peuvent nous aider sur certains aspects. Alors, c'est pas du GES à proprement parler, mais on peut imaginer du WebAssembly.
On a également toute la bibliothèque d'Atomic. On a tout un ensemble de perspectives à explorer là-dessus. Et tout ça, et bah, du coup, avec du standard, sans librairie déjà existante, donc entièrement maîtrisée. Bien, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On n'aura pas le temps pour les questions, mais c'était prévu. Et on a mis un petit lien si vous voulez envoyer des feedbacks. Je ne sais pas si vous avez le temps de le scanner, mais voilà, c'est quand même là. Merci beaucoup. Merci.